Il y a quelques années, je louais une maison au nord de la Californie, aux États-Unis. Le quartier était juste à l'extérieur de la banlieue. Cela semblait être l'équilibre parfait entre avoir de l'espace et avoir de bons voisins suffisamment proches pour ne pas se sentir isolé. Le quartier n'avait pas vraiment d'éclairage public. Il faisait donc très sombre la nuit, surtout si les nuages bloquaient le clair de lune. Mais ça ne me dérangeait pas. Ça rendait ma petite maison encore plus pittoresque que les nuits sombres. Je suis rentré du travail un jour en plein hiver. C'était une nuit nuageuse. Alors en arrivant devant ma maison, je n'ai vu que ce que mes phares et la lumière du porche d'entrée éclairaient. Quand je suis sorti de ma voiture, j'ai senti une odeur de fumée de cigarette. C'était étrange, car je n'avais jamais senti cette odeur autour de la maison. Je n'ai vu personne à proximité, alors j'en ai pas fait de cas et je suis rentré. Je venais de terminer mon quart de travail avec quelques heures supplémentaires. J'étais donc assez fatigué. Même s'il n'était que 8 heures, j'ai décidé de prendre une douche et de me coucher. C'est alors que je me suis réveillé un peu plus tard dans la soirée, certain d'avoir entendu un bruit dans la maison. Je ne me suis pas inquiété tout de suite, car mon ami passait parfois utiliser ma douche après son travail pour se rendre à ses cours du soir. Je lui ai même donné un double des clés pour qu'il puisse passer, même si je n'étais pas à la maison. Il m'envoyait toujours un texto pour me prévenir, mais je n'avais pas entendu mon téléphone sonner. Je me suis alors approché de ma table de chevet et j'ai pris mon téléphone portable pour voir si mon ami m'avait envoyé un message. La lumière vive de l'écran et du clavier numérique de mon téléphone m'aveuglait. C'était l'époque où les téléphones n'étaient pas équipés d'un capteur de lumière qui réduisait l'intensité de l'écran dans l'obscurité, et ce téléphone était si lumineux que je pouvais l'utiliser comme une lampe de poche. En plissant les yeux, je pouvais voir qu'il était 9 heures quelque chose, mais je ne pouvais pas voir si j'avais un texto non lu ou pas. J'ai mis mon téléphone de côté et j'ai appelé le nom de mon ami pour voir si j'aurais une réponse de lui. Il y a eu quelques secondes de silence avant que j'entende de forts bruits de pas, alors que quelqu'un commençait à courir au rez-de-chaussée de ma maison. J'ai sauté du lit et j'ai couru vers le placard. Par le temps que je me suis rendu au placard, il était déjà rendu en haut des escaliers. Cette maison avait 3 pièces à l'étage, 2 chambres de chaque côté du couloir et une salle de bain. Les portes des chambres étaient toutes deux fermées, mais la porte de la salle de bain était entr'ouverte. J'ai entendu cet inconnu se précipiter dans le couloir, passer ma porte et entrer dans la salle de bain. Heureusement, cela m'a donné assez de temps pour ouvrir l'accès au grenier dans le plafond de mon placard et me hisser. Je venais juste de commencer à grimper quand la personne est sortie en courant de la salle de bain. Mes pieds étaient à peine dans le grenier que la porte de ma chambre s'est ouverte. J'ai entendu des pas courir dans ma chambre et s'arrêter. Quand il ne m'a pas vu dans la pièce, il a couru dans le couloir et dans l'autre pièce pour y trouver de simples boîtes empilées dans un coin, quelques poids et une table où je peignais mes modèles miniatures. Je suppose qu'il a décidé que si quelqu'un se cachait, ce serait dans la chambre, car il est revenu dans ma chambre et a allumé la lumière. Quelques instants plus tard, la porte du placard s'est ouverte. J'étais accroupi dans mon grenier, à 1 mètre environ de l'accès, afin de pouvoir essayer d'arrêter l'intrus si jamais il commençait à grimper au grenier. De mon point de vue, tout ce que j'ai pu voir de lui était en bas de sa ceinture. Il portait un jean bleu sale, aux ourlets effilochés et des bottes de travail usées. Après quelques secondes à regarder dans le placard, il s'est éloigné et j'ai entendu un grand fracas venant de ma chambre, suivi d'un cri de frustration et de colère. Ce cri était la partie la plus troublante de l'incident pour moi. Cela me rappelait beaucoup trop mon beau-père qui hurlait de la même manière lorsqu'il perdait son calme. Mon beau-père a fini placé dans un hôpital psychiatrique pour plusieurs troubles mentaux qui se traduisaient par des tendances erratiques et violentes. L'homme dans ma maison est retourné en courant dans les escaliers. J'ai ensuite entendu des bruits et des claquements alors que des objets étaient jetés et que des meubles étaient renversés. Je suis resté accroupi dans le grenier. J'avais laissé mon téléphone portable en courant vers le placard, et je n'étais pas certain de pouvoir descendre sans qu'il m'entende. Après un certain temps, les bruits ont cessé. J'ai commencé à compter lentement. Quand j'ai atteint 1000, j'ai décidé que c'était assez sûr pour descendre et appeler la police. La première chose que j'ai remarquée en sortant du placard, c'est que l'intrus avait renversé mon lit. Je suppose que c'était pour essayer de me trouver. C'était le bruit fort que j'avais entendu après qu'il se soit éloigné du placard. Je ne trouvais pas mon téléphone portable,
Alors j'ai pris la ligne fixe près du lit et j'ai appelé la police. J'ai attendu dans ma chambre jusqu'à ce que je les entende rentrer chez moi. Le premier étage était en désordre, mais avec tous les bruits que j'avais entendus, je m'y attendais. Des chaises avaient été renversées, le canapé avait été retourné. Tous les livres, photos et bibelots que j'avais sur mes étagères étaient éparpillés partout sur le sol. Les armoires de la cuisine avaient été ouvertes et tous les aliments en boîte et en conserve ont été jetés par terre. Visiblement, la seule chose qui manquait était un couteau du bloc en bois de ma cuisine. La police a vérifié la maison de fond en comble. Ils ont découvert que la porte latérale avait été forcée par quelque chose, comme un pied de biche. Ils ont également trouvé quelques mégots de cigarettes le long de ma clôture, ainsi que du papier d'aluminium et un tube de stylo vide que les gens utilisent souvent pour fumer de la méthamphétamine. Les policiers pensaient donc que l'homme surveillait ma maison depuis un certain temps. J'ai réalisé qu'il avait alors dû être à l'extérieur en train de fumer une cigarette quand je suis rentré du boulot. Les enquêteurs ont rassemblé les indices et m'ont dit que je devais rester chez de la famille ou des amis cette nuit-là et faire réparer cette porte dès que possible. Toutefois, j'ai simplement décidé de ne pas dormir cette nuit-là. J'ai déplacé une étagère pour bloquer la porte d'entrée et j'ai passé les 2 heures suivantes à tout nettoyer. J'allais souvent à la fenêtre avec une lampe de poche et j'éclairais le long de la clôture où la police avait trouvé des mégots et le papier d'aluminium pour voir si l'homme allait revenir, mais je n'ai rien vu. Le lendemain, j'ai appelé pour faire réparer la porte et installer des lumières sensibles au mouvement à l'arrière et sur les côtés de la maison. J'ai aussi fait passer un câble téléphonique dans le grenier et j'ai ajouté une ligne fixe. Je ne voulais plus jamais être coincé là-haut sans téléphone. Il ne s'est rien passé d'autre dans cette maison. J'y ai vécu encore 3 ans sans incident avant de déménager. Une autre précaution que j'avais prise était de m'entraîner à sortir de mon lit et d'aller dans mon placard pour grimper dans le grenier aussi rapidement et silencieusement que possible, au cas où quelque chose de similaire se reproduirait. J'ai même continué quand j'ai déménagé, sauf que cette fois-ci, je l'ai dans un vide sanitaire au fond du placard au lieu du grenier. Aujourd'hui, j'essaie de ne pas penser à ce qui se serait passé si j'avais été un peu trop lent à atteindre le grenier. La semaine dernière, j'étais chez un camarade de classe et je travaillais sur un projet de groupe que nous devions remettre le lendemain. Je vis dans un appartement dans la ville où se trouve notre université, et mon camarade de classe, lui, vit dans la maison de ses parents qui se trouve dans les collines juste à l'extérieur de la ville. Pour se rendre à sa maison, il faut emprunter une route étroite et relativement isolée à 2 voies sur environ 8 à 9 km. Nous avions commencé à travailler sur le projet vers 6h p.m. et j'ai fini par rester un moment après avoir terminé notre travail. J'ai donc quitté sa maison assez tard, vers 11h, et j'ai pris la route en direction de la ville pour retourner chez moi. Je n'avais pas réalisé à quel point il serait difficile de naviguer sur la route la nuit. Il n'y avait pas de lampadaire et la route était mal entretenue et remplie de nids de poules. En plus de tout ça, je n'avais pas de réseau de téléphone mobile et j'ai dû conduire très lentement pour m'assurer que je n'allais pas éclater un de mes pneus. J'avais déjà mon pneu du secours d'installer à ce moment-là, et il n'était pas question de faire une crevaison au beau milieu de nulle part. Je pense que j'avais parcouru environ 5 km lorsque j'ai pris un virage serré et que j'ai vu un camion avec une boîte campeur garée en diagonale l'autre côté de la route. La façon dont le camion était garé gênait complètement mon chemin, et c'était impossible pour moi de le contourner, car il y avait un ravin des 2 côtés de la route. La seule façon pour moi de faire quelque chose était d'utiliser la voie d'arrêt juste à côté pour y reculer ma voiture et faire demi-tour. Au début, je n'ai pas pu voir à l'intérieur du camion, mais lorsque j'ai allumé mes feux de route, c'est à ce moment que j'ai vu qu'il y avait un homme affalé sur le siège du conducteur, la tête appuyée contre le volant, comme s'il avait été assommé après un mauvais accident. J'ai immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. La façon dont la voiture s'était arrêtée par coïncidence dans une position qui bloquait totalement la route a été pour moi un signal d'alarme. J'avais entendu des histoires de gens qui faisaient le mort sur la route pour attirer les gens sans méfiance hors de leur voiture afin de les voler. J'avais tellement la trouille que j'ai décidé que j'allais faire demi-tour et retourner chez mon camarade de classe pour lui expliquer la situation. J'ai mis la voiture en marche arrière
et j'ai continué à fixer le camion dans le rétroviseur. J'ai regardé et j'ai vu que j'étais presque au point où je pouvais faire demi-tour. Quand j'ai regardé en arrière, mon cœur s'est littéralement arrêté. L'homme qui s'était affalé sur le siège du conducteur était sorti du camion et marchait maintenant vers ma voiture d'un pas pressé, tandis que d'autres hommes sautaient de la boîte de camion et commençaient également à se diriger vers ma voiture. J'ai paniqué et j'ai accéléré en arrière, ce qui a sérieusement endommagé la carrosserie de ma voiture. Lorsque j'ai mis la voiture en marche, le type était déjà à la porte du côté passager, tirant sur la poignée qui, Dieu merci, était verrouillée. Je n'ai pu l'apercevoir que brièvement, mais son visage était couvert de croûte et raviné. Sans aucun doute, un drogué. Je suis parti à toute vitesse et n'ai pas ralenti du tout jusqu'à ce que j'atteigne la maison, vérifiant constamment mon rétroviseur pour voir s'il me suivait. Heureusement, ils ne m'ont pas suivi, et quand je suis arrivé à la maison, j'ai expliqué ce qui s'était passé à mon camarade de classe et nous avons appelé les flics. J'ai eu de la chance que les parents de mon copain aient été assez gentils pour me laisser passer la nuit. Ils n'ont trouvé personne sur la route correspondant à ma description, mais j'ai rempli un rapport d'incident et ils m'ont dit qu'ils seraient à l'affût de véhicules similaires et d'activités suspectes. Mais la vache, je suis encore tellement secoué. Cela fait maintenant quelques jours, mais je continue à avoir la même montée d'adrénaline à chaque fois que j'y pense.